téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Roue. La Roue, il faut le rappeler, est une émission qui permet à la jeunesse de s'exprimer, de faire valoir son savoir-faire. La Roue est une émission qui promeut la gouvernance, l'entrepreneuriat et le leadership. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Au Bout d'Afrique chez Tina, 6 au quartier Ouada. Comme d'habitude, vous aurez vos rubriques, à savoir le face-à-face et lecture de mails. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. La crise de coronavirus a révélé l'incapacité pour les dirigeants à assurer la protection de leur population. Les dirigeants des pays qui étaient considérés ici comme les leaders en matière de management se sont retrouvés de plein fouet frappés par cette pandémie, notamment les États-Unis, l'Occident, où le nombre de contaminations par des décès liés au coronavirus va être allé de crescendo, autant pour moi. D'où la nécessité de revoir le concept de leadership en temps de crise et surtout de gouvernance. C'est pourquoi le thème choisi pour cet après-midi est gouvernance mondiale et leadership de crise. Pour parler de ce thème, nous avons invité M. Kosfoni, qui est étudiant en master en relations internationales à l'Université protestante de l'Afrique centrale. Bienvenue M. Foni. Merci M. Maga. Je salue ici les spectateurs et auditeurs qui nous regardent. J'imagine bien que vous avez informé votre grand public du côté du PAC, Bien évidemment. l'émission qui est en train de se tenir. Alors aujourd'hui, avec vous, on aborde des questions de gouvernance mondiale et de leadership. D'autant plus que pendant la pandémie du coronavirus, des citoyens on allé de confinement, déconfinement, reconfinement, n'autorisent pas le même immunité collective. Aujourd'hui, cette même leader peine à pouvoir imposer une vaccination. Alors pour vous d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a pour leader. Premièrement, le thème m'a beaucoup interpellé. C'est gouvernance mondiale et leadership de crise. C'est le mot leadership qui ici est très important pour nous aborder la notion de leader. Le leadership renvoie à l'influence qu'un individu a au sein de son groupe. C'est cet individu-là qui constitue en lui-même le leader de manière ontologique. Et donc, le bon leader en temps de crise est premièrement celui qui reconnaît qu'il y a crise. Okay? C'est clair dessus. Parce qu'on a vu aux États-Unis avec le déni de la crise du coronavirus qui a entraîné un véritable chaos, l'explosion des morts, les hospitalisations, etc. Donc, le leader, c'est d'abord celui qui reconnaît qu'il y a crise. Secondairement, on va enrayer cette crise avec le concert des membres de la société civile, des entrepreneurs politiques, des agents économiques, des milieux scientifiques, sanitaires, etc., qui, avec une véritable inclusion, prennent des décisions pour pouvoir pallier à cette crise-là. Et donc, voilà les deux éléments qui constituent réellement ce que c'est comme leader. Le leader, c'est celui qui reconnaît d'abord qu'il y a crise. Et ensuite, tout en reconnaissant la crise, prend des dispositions de nature à pouvoir pallier au problème. Mais alors, puisque justement vous avez fait mention du fait que l'ex-président américain Donald Trump va aussi de reconnaître par la pandémie du coronavirus, les conséquences qu'il y a eu par la suite, alors je vais vous poser, est-ce qu'il n'y a pas eu des leaders qui ont émergé, ou d'autres leaders qui ont émergé durant cette période-là, dans le domaine scientifique, économique, politique? Est-ce qu'il n'y a pas eu des figures qui ont émergé durant cette période-là? Bien évidemment. Par exemple, en France, on a vu avec voilà, bien évidemment. Nombreux sont ces leaders-là qui ont émergé pendant cette crise. Aux États-Unis, on a le docteur Fauci. En France, on a le professeur Didier Raoult, il avait la recommandation de son traitement. Au Cameroun, on a eu de nombreux prélats avec le Lida, docteur Bayou, etc. Même si je ne suis pas très d'accord avec leur traitement, on va en revenir dans la suite de l'émission. Donc cette crise a été un véritable tremplin pour tant les membres du milieu médical, scientifique, que pour les membres de la société civile et partis politiques. Qui ont mené des actions dans le sens de sensibiliser les populations contre cette pandémie, le coronavirus. Alors, si on revient dans le contexte africain, si on met le côté de la crise du coronavirus, l'Afrique aujourd'hui est traversée par de multiples crises. Tant sur le plan sécuritaire, avec la menace djihadiste dans le Sahel, surtout la zone des trois frontières, la façon Tchad, Niger, merci beaucoup.
Boko Haram, Al-Shabaab en Somalie. Nous avons également des crises de succession, nous avons des crises économiques et au développement, parce que vous savez que cette pandémie a touché également le domaine économique. Alors j'aimerais savoir quel est l'enjeu aujourd'hui pour l'Afrique d'avoir beaucoup de leaders face à tous ces phénomènes. Le principal enjeu pour l'Afrique d'avoir de succès de leaders, c'est premièrement de pallier à ces différents problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une menace sécuritaire à laquelle il faudra pallier. Et aujourd'hui, l'Afrique est au centre est dans un centre géopolitique où nuit, est au centre de toutes les attentions du monde, je veux dire, parce que voilà, la réalité est là, est au centre des attentions géopolitiques. Et vous vous rendrez compte que les nombreuses ressources qui se trouvent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, ces pays-là sont au centre de nombreux conflits, tant sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, etc. Donc ces nouveaux leaders-là auront pour principal objectif de résoudre ces problèmes sécuritaires et par la suite de résorber les effets économiques notoires qu'a eu la pandémie sur le continent. Donc, une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle vision de faire les choses en ce temps. Alors, M. Moni, nous arrivons au terme de cette première partie. Salut chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de Mel. Aujourd'hui et ce mardi, j'ai choisi de vous parler du leadership en temps de crise. Alors, voici quelques conseils pour exercer un leadership efficace en situation de crise. Pour effectuer un leadership efficace en situation de crise, il est essentiel de comprendre comment l'être humain réagit en situation de grand stress. Il est entendu que toute menace contre l'intégrité de la personne peut mener à une réaction de stress. Le stress résulte du déséquilibre physiologique du corps humain lorsqu'il perçoit une menace pour son intégrité. Pour ce faire, voici donc quelques méthodes qu'un chef peut utiliser afin de parer à l'incertitude et au stress que prévalent dans les situations d'urgence et de crise. En premier lieu, il doit prendre la situation en main. Les subordonnés, les citoyens, les collègues et toute autre personne affectée par la situation seront plus aptes à vous suivre si vous êtes confiant et démontrez votre habileté à demeurer calme et objectif. Qui plus est, le fait de prendre la situation en main vous aidera aussi à parer à votre propre état de stress. Deuxièmement, avouez que la situation est grave. Que ce soit avant, pendant ou même après une crise, il est essentiel que les personnes qui ont l'autorité et la responsabilité d'agir en tant que chef soient objectifs. En termes précis, il est important de reconnaître que la situation est critique et de communiquer ce constat de la façon la plus honnête possible. Troisièmement, confirmer avant d'agir. Si le dicton veut qu'il soit mieux d'agir que demeurer dans l'indécision, il reste tout de même important de tenter au moins de comprendre la situation et de confirmer les dits et les rumeurs avant de passer à l'action. Par la suite, il faut agir de façon appropriée et mesurée. Ceci prend une importance démesurée lors des sinistres majeurs ou les crises d'ordre public. Quatrièmement, planifier à l'avance. Rien ne contribue plus à la capacité d'agir de façon appropriée et avec célérité que le fait d'avoir planifié d'avance. Cette croyance, démontrée à maintes reprises dans la pratique, sous-tend toute l'approche visant à gérer et à préparer adéquatement pour les situations d'urgence, les sinistres majeurs et autres formes de crise. Cinquièmement, prenez soin de vous-même et de vos subordonnés. Il n'y a rien de pire pour miner la confiance et le respect de ceux qui sont à votre charge que d'apparaître devant eux en ayant l'air d'un naufragé. Par ailleurs, si vous vous occupez d'eux et que vous fassiez des sacrifices personnels
pour le bien du groupe, vous serez respecté par tous. Sixièmement, enfin, veillez au moral et à la cohésion du groupe. Le succès en situation d'urgence provient de la capacité d'intervenir de façon raisonnée et soutenue pour le bien de tous. Le moral, c'est la capacité qu'a un groupe ou un individu à persévérer face aux obstacles et aux difficultés. La cohésion permet à un groupe de fonctionner dans des situations de grande difficulté et de crise. Dans les deux cas, ce sont les atouts les plus précieux du groupe. Il faut tout faire pour les sauvegarder et les maintenir. Alors, chers internautes, je viens là de vous donner des conseils pour être un bon leader en situation de crise. Appliquez ces conseils dans vos entreprises différentes, dans vos groupes différents, dans vos associations différentes et en tenant compte de la pandémie qui prévaut au moment actuel et vous verrez quels sont les résultats que vous obtiendrez, des résultats escomptés. Alors, veuillons nous revoir à la prochaine rubrique, à la semaine prochaine. Bye bye. De retour sur le plateau après avoir suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les lectures de Mel, nous allons poursuivre le thème qui porte sur la gouvernance mondiale du leadership de crise. Alors, M. Fouling, j'ai envie de vous poser la question, de vous demander en fait, quel regard jetez-vous sur la gouvernance ou le leadership de Donald Trump et de Joe Biden, sur d'autant plus qu'on sait que le président Trump, durant son mandat, a politique unilatéraliste que multilatéraliste. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les premières années de Donald Trump à la Maison-Blanche depuis 2016 se sont cristallisées autour, premièrement, de la négation et de l'abrogation de l'Affordable Care Act, l'Obamacare de l'ex-président Barack Obama. Donc, cela illustre à suffisance la négligence ou le mépris de l'ex-président américain vis-à-vis des questions sanitaires qui étaient très limitées. L'Affordable Care Act, il faut le rappeler, devait permettre à 32 millions d'Américains de jouir d'une certaine couverture de santé. Alors, le fait de l'annihiler juridiquement pose un véritable problème et a suscité de nombreuses critiques dans le camp démocrate. On a traité de fou, etc. On note aussi la sortie de nombreux accords, l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de Paris, l'UNESCO, le retrait de l'UNESCO, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, un grand nombre de décisions qui ont été désignées le communiqué du G7, le final du G7, etc. Il y a aussi un bon côté avec la signature des accords de paix, l'Abraham, etc. entre Israël, la normalisation des relations entre Israël et certains pays du Moyen-Orient. Les États-Unis et la Corée du Nord. Et les États-Unis aussi et la Corée du Nord. On a aussi la guerre commerciale avec la Chine, etc. Cela illustre également à suffisance le mandat tonitruant qui a été principalement unilatéral. Il s'est inscrit dans une perspective principalement unilatéraliste des relations internationales. D'un autre côté, on a le président Joe Biden qui, lui, s'est inscrit dans une perspective beaucoup plus multilatéraliste. C'est-à-dire, c'était déjà ses promesses, ça rentrait dans ses promesses de campagne, le retour dans l'accord de Paris, une revue de l'accord iranien, la conférence sur le climat, un climato-sceptique notoire, et donc il y a un certain antagonisme entre la politique de Donald Trump et celle de Joe Biden. Elles sont diamétralement opposées. Oui, c'est d'autant plus qu'on a vu le président Joe Biden organiser justement cette conférence à laquelle la plupart des pays avec lesquels il y a actuellement des tensions, notamment le président russe, Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, et on a même vu le président Jair Bolsonaro du Brésil prendre l'engagement, lui qui est d'habitude climato-sceptique, prendre l'engagement de lutter contre le changement climatique à travers la lutte contre la déforestation des feux de brousse en Amazonie. Alors, j'aimerais enlever sur notre question, la question des vaccins. Aujourd'hui, on a plusieurs vaccins. On a l'américain Johnson & Johnson, on a Moderna, on a AstraZeneca, je pense qui est suédois et britannique, on a Sinopharm qui est chinois, on a Sputnik 5, Sputnik V autant pour moi, qui est
Russe. Donc, face à cette situation, quel est l'intérêt pour les États d'imposer leur... Déjà, il faut remarquer qu'il y a une certaine opposition entre deux blocs. On a d'un côté les pays de l'ex-bloc communiste, l'ex-parti communiste, à savoir la Russie et la Chine, dans la composition de leurs différents vaccins, face à ceux de l'Occident. Et tous ces vaccins, Johnson & Johnson, etc., etc. Il y a un événement qui m'a marqué, c'est que quand le vaccin Johnson & Johnson est validé à 98%, comme ça, validé à 98%, immédiatement, on rejette l'AstraZeneca. On commence à voir en AstraZeneca certaines difficultés, les caillots du sang, les effets secondaires, etc. Peut-être parce que le Royaume-Uni venait de sortir de l'Union européenne, donc l'Europe qui a toujours été à genoux devant les États-Unis, etc. se sont encore à genoux. Là, c'est une politique. D'accord. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça rappelle les gars qui prévalaient pendant la guerre froide. Vous savez, à partir de 1947, il y a eu des premières formes d'antagonisme qui se sont matérialisées. D'un côté, on a le bloc communiste qui a constitué le Cominform, un groupe de 9 partis communistes qui se sont réunis en Pologne et qui ont décidé de créer un bureau qui devait continuer leurs actions, qui s'appelait Cominform. En réplique, on a eu des mouvements pour l'Europe unie, sous l'inspiration de Churchill, le Conseil pour le plan militaire, le traité de Dunkerque, le traité de Bruxelles, et après le traité de l'OTAN. L'OTAN vient en 1951. Il y a d'abord un traité qui vient en 1949, et après avec la Convention d'Ottawa en 1951, ça devient l'OTAN, avec sa structure juridique, etc. Et donc, ceci pour dire que c'est une situation assez similaire, où il y a une propension à faire valoir sa puissance sur le plan international. Vous savez également, sera le vaccin du pays qui sera le plus vendu. Ce pays-là sera le pays qui sera le plus à même à sortir économiquement des néfastes qu'a posé avant. Parce qu'il y a une notoriété et gagner également économiquement. Et l'Afrique dans tout ça. L'Afrique est à compte et tout le monde ne permet pas la fragilité, la fébrilité du système sanitaire et la fuite des cerveaux africains vers l'Occident ne nous ont pas réellement permis de développer les vaccins au même titre que ces pays occidentaux. Mais on a eu des solutions endogènes, des cautions, etc. Même si sur le plan scientifique, cela reste à remettre en question. Les cautions qu'on observe, etc., par-ci, par-là, sont vraiment à remettre en question. J'ai lu le rapport de la chercheuse chinoise Yu Tu. Elle a été prix Nobel de médecine en 2015 sur l'artémisia. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'artémisia en lui-même ne soigne pas le paludisme et tous ces dérivés comme le Covid, etc. L'artémisia a à l'intérieur d'elle une substance qui s'appelle l'artémisinine, qui n'est pas produite par toutes les plantes de l'artémisia. L'artémisinine n'est produite par l'artémisia que dans certaines conditions de température 5 degrés. L'artémisia ne peut pas produire l'artémisinine qui soigne le virus, qui soigne pas le virus, qui soigne le microbe, ce qui est également une différence. Ces produits, ces plantes locales qui ont été exprimées sur le marché, etc., pour moi c'est du tapage. C'est de l'imposture. Parce qu'il est impossible qu'une plante soigne un virus. Pourquoi? Le virus est constitué d'une coque. Et une fois que la coque se trouve à l'intérieur de l'organisme, la coque permet au virus d'être non identifiable par les anticorps de l'organisme. Donc le virus passe inaperçu. Et le premier prix Nobel de médecine a eu à faire des recherches dans ce sens. Il avait déposé un virus sur les plantes de tabac. Et le virus consommait ces plantes de tabac. Et c'est à partir de là, de ces recherches, c'est un suivant où il a fait une tour vers les pays scandinaves. C'est à partir de cela qu'il a émis le constat selon lequel il est impossible qu'une plante soigne les virus. On me dira que les savants ancestraux, etc., ça, c'est pas un problème. Et il faut dire que l'Afrique peut chuter. L'Afrique n'a pas subi les mêmes conséquences du Covid que les pays occidentaux, à cause d'un grand nombre de facteurs. La densité au kilomètre carré. Vous voyez, à New York, c'est 10 000 habitants par kilomètre carré. Ici, on a à peine 500 habitants par kilomètre carré. La proximité et la promiscuité
ne permet pas une facile transmission du virus. On a d'autres facteurs comme l'expérience des éclus, avec en Afrique de l'Ouest, l'Ebola, le paludisme, le sida, etc., qui ont en réalité, selon certains chercheurs, renforcé le système immunitaire des Africains vis-à-vis éventuelles épidémies ou pandémies qui pourraient suivre. Et donc, on a découvert certes des conséquences sur le plan économique, mais elles sont négligeables comparativement à ce que l'on peut observer ailleurs. Parmi le thème de cet échange, c'est enrichissant. On a appris beaucoup, surtout dans le domaine de la santé. M. Posconi, nous vous remercions d'être venu. Merci, c'est à moi de vous remercier. On espère que vous serez des nôtres la prochaine fois. Alors, bon retour. Merci. Chers internautes, parvenus au thème de cette émission, la roue, nous allons d'abord remercier M. le Théophile, le promoteur de la roue et aussi du projet FIPA. FIPA qui est un projet qui forme les jeunes dans l'entrepreneuriat. Nous tenons également à remercier notre partenaire au bout de la Fouchetina, le restaurant ici au quartier Wardak, juste en face, n'est-ce pas, juste à côté, ou en face de Maïma. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, restez à l'écoute et bientôt.